Ah, ben, Chers collègues, je propose de continuer nos travaux avec l'article additionnel après l'article premier, en sachant qu'il nous reste 29 amendements, chers collègues. Amendement CD 31, présenté par Madame Jourdan. Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui vise à mettre en place des campagnes de communication pour mieux connaître donc les PFAS et surtout connaître aussi les risques qui sont liés donc à la présence des PFAS. Donc un rapport réalisé par le Bureau de recherche géologique et minière réalisé en juin 2020 indique que la présence de PFAS s'observe dans tous les milieux à des concentrations variables en Europe et dans le monde. Bon, il a été exprimé ici plusieurs fois. D'abord, l'ensemble des lieux où on trouvait des PFAS, l'ensemble des objets qu'on utilise au quotidien qui sont victimes de présence de PFAS. Et par ailleurs, donc, les scientifiques et notamment l'ANSES nous alertent donc, sur les risques sur la santé. Nous avons déjà des certitudes, nous avons aussi de fortes présomptions. Et en matière de précaution, voilà, il me semble qu'on doit évidemment s'attarder sur ce fait-là. Donc là, cet amendement demande à ce que des campagnes de communication donc, soient menées. Ce qui permettra d'avoir une meilleure connaissance des faits. Peut-être aussi voilà, d'engager les industriels dans des processus de substitution. Et je précise que cet amendement correspond à la recommandation 7 du rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, donc concernant risque et présence des PFAS. Monsieur le rapporteur. oui, merci Madame Jourdan pour votre amendement auquel je souscris complètement. Je pense qu'une meilleure information du public au sens large sur les PFAS et sur l'impact pour la santé, sur ce qui est du moins déjà avéré, me semble prépondérant. On voit déjà aujourd'hui que quelques acteurs industriels communiquent, ils sont peu nombreux, des fabricants de vêtements qui indiquent que leurs produits ne contiennent pas de PFAS. J'évoquais ce matin que certains industriels, plutôt euh, dans la partie emballage alimentaire, avaient fait ce choix, mais ne communiquaient pas dessus. Je pense il y a encore une méconnaissance, mais le consommateur, au fil de la sensibilisation, notamment la campagne qu'il y a eu avec les médias et de l'enquête menée à l'échelle européenne, prend conscience et je pense qu'il sera demandeur aussi de plus d'informations. Donc avis très favorable pour cet amendement. Madame Pitola, je vous laisse la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc dans le cadre du 4e plan national santé-environnement, il est déjà prévu des actions permettant de mieux informer les citoyens sur la présence des substances chimiques.
Donc il y a déjà en fait une campagne d'information qui est organisée par le gouvernement. Ça a été renforcé aussi dans le cadre de la loi AGEC. Donc tout ça pour dire que ce que vous demandez est déjà satisfait, et en ce sens on trouve que c'est rajouter pour rien en fait des précisions à un texte de loi. Donc on va voter contre cet amendement. Madame Jourdan, et puis après Monsieur Isaac Sibyl. Oui, simplement, donc, ce que vous venez de me dire, les choses seraient déjà faites, mais c'est une recommandation qui vient donc d'être donnée par l'inspection générale donc, pour l'environnement et développement durable. Donc je pense que si cette recommandation est donnée, voilà, c'est qu'elle a certainement de l'intérêt. Hein. Et je pense que, voilà, avec les propos qu'on a entendus ce matin, on voit bien que le grand public n'est pas informé. Ça, c'est une première chose. Et il faut absolument donc renforcer cet aspect-là. Hein. Et grand public, et aussi ce qu'on peut imaginer, c'est que, évidemment, ça permette aussi aux industriels, du coup, d'enregistrer cette notion, enfin du moins d'intégrer cette notion qui sera nécessaire pour les changements et qui doivent être les plus rapides possibles. Monsieur Isaac Sibyl. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense que c'est important d'informer le grand public, les professionnels. La question, c'est qu'est-ce qu'on dit et je reviens un petit peu là-dessus. On dit que c'est dangereux. Mais après, une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Je dis ça dans le sens où, oui, moi je vis les PFAS, de manière pratique. Dans ma circonscription, la métropole de Lyon, où effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait des PFAS, on en découvre effectivement dans la terre, dans les potagers, dans les œufs. Et après, c'est assez intéressant d'ailleurs, et l'ensemble des tutelles, des autorités, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Quel est le message qu'on passe? Et la question, et c'est pour ça que je dis je pense, et c'est pour ça que c'est important, et je remercie encore le rapporteur de porter ce sujet, dans le sens où le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi de l'information, qu'on met ce sujet sur la table. Mais le principe, c'est qu'une fois tant qu'on n'a pas de documents scientifiques, de conduite à tenir, d'études d'imprégnation, de seuil, concrètement, dans la métropole de Lyon, on découvre effectivement des PFAS dans les œufs. Qu'est-ce qu'on dit aux habitants? Ne mangez pas les œufs. Voilà. Bon. Après, effectivement, on en découvre dans la terre. Et on en découvre notamment dans une espèce de butte à côté d'une école. On fait un prélèvement, on en trouve. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Et donc, c'est pour ça que je pense que autant l'information est importante, et aujourd'hui, je répète, on participe à l'information par rapport effectivement à cette problématique qui est une problématique très sérieuse. Après, comme le disait effectivement Capitola, il y a déjà des campagnes de sensibilisation par rapport au PFAS. Après, moi, ce qui m'intéresserait, c'est avoir les études scientifiques par rapport au seuil, par rapport à la détection. Une fois qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on fait? Une école avec des PFAS dans une butte, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est pour ça que je pense que il faut accélérer et faire ça très rapidement, avoir des études. C'est un petit peu dans le sens, mais je crois qu'il y a un amendement que nous portons pour avoir effectivement un rapport pour pousser plus rapidement encore tout ce qui est documentation scientifique et études d'imprégnation. Mais comme disait Capitala, l'information, elle est déjà satisfaite. Maintenant, effectivement, c'est une fois qu'on voit qu'il y a une pollution, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, effectivement, et je vous le dis, même les tutelles, même les élus, moi les élus viennent me voir, en disant, mais on fait quoi? Et moi, je suis dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit, dans le sens où, face à ça, il n'y a pas d'information et de tests scientifiques. Merci. Madame Jourdan, vous vouliez réagir? Oui, enfin, moi, je suis assez atterrée d'entendre ce genre de propos. Hein. Voilà, parce on sait, donc il y a des polluants. On nous dit que voilà, c'est vraiment une catastrophe sanitaire qui s'annonce et on laisse faire. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On a donc un projet de loi qui nous est proposé avec certes des petits pas, mais bon voilà, le sujet au moins est posé, on en discute et il y a déjà des premières mesures qui sont proposées. Donc ça aurait déjà été intéressant de prendre cette proposition de loi dans son origine, déjà, première chose. Deuxième chose,
chose. L'information, vous dites que l'information est faite, etc., mais apparemment, elle n'est pas connue. Donc, il faut quand même s'interroger sur les modes d'information, en tout cas, qui y sont donnés. Donc, voilà, mon amendement propose une communication qui, je le rappelle, qui correspond à une recommandation qui a été donnée donc, sur un rapport très fourni sur la question, signé par des ingénieurs eaux et forêts. Enfin, je pense que quand même, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Donc... et ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des politiques publiques qui permettent de limiter la profusion des PFAS et ensuite on agit pour commencer à dépolluer. Et bien sûr, on fait de la recherche et on continue. Hein. Mais on n'attend pas... il y a déjà des éléments que l'on connaît, donc on agit déjà sur ces éléments que l'on connaît, et ensuite on continue la recherche pour continuer à agir et améliorer donc notre mode de protection et notre mode de dépollution. Monsieur Thierry, et après Madame Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, je veux juste revenir sur ce que disait le collègue à l'instant, quand il évoquait la question des seuils. On peut en discuter des seuils dans la question de l'environnement, notamment de l'eau ou des sols. Mais il y a quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est-à-dire que le point commun de tous les PFAS, c'est justement d'être quasi indestructible et qu'aucun enzyme, aucune bactérie n'est capable aujourd'hui de détruire des PFAS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous absorbez des PFAS dans le corps humain, vous ne les évacuez plus jamais. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on est exposé au cours des mois et des années, on accumule du PFAS sans jamais en réduire le volume, puisqu'on ne peut pas les évacuer, c'est la particularité des PFAS. Donc en fait, la question du seuil, quand on parle de santé publique, elle n'existe pas. La seule question qui se pose, c'est à partir de quand on va dépasser le seuil. Mais tout le monde le dépassera, suivant son niveau d'exposition. Donc parler de seuil, quand on parle de santé publique concernant les PFAS, il faut le dire, ça n'a strictement aucun sens. On peut en discuter dans l'environnement parce qu'en effet ils sont mobiles et ils peuvent se déplacer, on l'a dit, courant marin, les sols, l'air, donc ils peuvent migrer, mais dans le corps humain ou tout organisme vivant, ce n'est pas vrai, ça s'accumule. Donc, je le redis, on ne peut pas parler de seuil quand on parle de santé publique. Donc toute exposition est définitive et irréversible. Madame Brulebois. Merci, Président. Oui, donc les PFAS... ils sont beaucoup incriminés, mais enfin, ils ont rendu des services énormes dans la vie courante. On les connaît depuis 1950. C'est énuméré ici, hein, vêtements techniques, mousse incendie, emballage, médicaments, protection de toutes les protections pendant le Covid. Donc oui, il faut s'en passer. Et ce qu'il faut surtout, c'est encourager les entreprises à être plus vertueuses et la recherche dans les entreprises. J'ai chez moi une usine chimique Solvay qui faisait beaucoup de produits perfluorés, qui s'est engagée maintenant dans la recherche pour sortir justement de ces PFAS avec des tensioactifs, oui c'est ça, qui sont maintenant sans dispositif fluoré. Donc je pense que ça manque dans cette proposition de loi, c'est comment est-ce qu'on valorise ces entreprises qui font de la recherche pour sortir des PFAS. Et ça existe. Moi, je peux témoigner sur ce que fait Solvay dans le Jura, par exemple, et comment on encourage et comment on valorise justement cette sortie des PFAS pour trouver des alternatives qui sont absolument essentielles à notre vie en commun. Enfin, regardez sur vous, vous avez tous du PFAS, hein, que ce soit sur votre portable, sur vos vêtements, vos cosmétiques, vos médicaments, vous en avez tous. Donc voilà, sinon, voilà, la vraie vie, c'est ça quand même. Madame Pitola, et enfin on conclura avec Monsieur le rapporteur. Juste pour renforcer le fait qu'il faut quand même prendre le temps d'étudier et de bien distinguer quelles sont les substances qu'on traite, parce que vous avez parlé d'exposition en disant il faut absolument aucune exposition. En toxicologie, il y a quand même deux grandes familles aujourd'hui sur lesquelles on doit agir. C'est des substances chimiques en toxicité classique où ça va être la dose qui fait le poison, et donc là on sera sur des seuils. Et ensuite vous avez des substances qui vont être classées perturbateurs endocriniens, où là, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est le moment de l'exposition.
même à des très faibles doses. Et donc c'est pour ça qu'il faut documenter pour pouvoir agir de façon efficace, parce que encore une fois, on n'enlèvera pas les produits chimiques des plastiques. Les plastiques, ce sont des cocktails de produits chimiques, donc il faut réduire les plastiques, et ensuite, quand on a réduit au maximum, on va travailler sur quelles sont les substances qu'on interdit, comment on les interdit, parce que chacune ont des modes d'action différents. Et c'est pour ça qu'il faut documenter avant de prendre des décisions. Et sur les campagnes du coup d'information du grand public, c'est bien ce qui est visé dans le plan santé-environnement national 4, c'est de distinguer les modes d'action de ces substances pour bien expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Sur les perturbateurs endocriniens, on va essayer de limiter, voire d'annuler l'exposition à ces perturbateurs endocriniens chez le jeune enfant, chez les adolescents, chez les personnes âgées. Et quand on est sur d'autres modes de toxicité, on prend d'autres dispositions. Donc c'est pour ça qu'il faut... Enfin, les campagnes de mesure, elles sont déjà prévues, et c'est pas la peine d'en rajouter. Et il faut documenter pour avoir le bon mode d'action. Alors attendez, monsieur le rapporteur, pour laisser place au débat, monsieur Fugit, et puis après vous conclurez si vous le permettez. Merci, Président. Simplement un mot rapide pour aller un peu dans le sens de ce que j'ai entendu par certains de mes collègues. Bon, moi, je ne voudrais pas qu'on laisse croire que les expressions sensiblement différentes des uns et des autres font qu'on ne poursuit pas le même objectif. Mais l'objectif, c'est quand même de faire attention à la santé de nos concitoyens, à notre propre santé. Je ne voudrais pas quand même non plus qu'on laisse croire que certains sont vertueux sur ce sujet, d'autres ne le sont pas. Ça serait... Il faut faire attention quand même à ce que l'on peut se dire dans cette salle. Sur les PFAS, on est face à des molécules qui sont très particulières, ça a été dit et redit, on sait que c'est qu'à partir de 1000 degrés qu'on peut les détruire, etc., puisque ce sont des molécules particulièrement, alors c'est pour ça que le qualificatif éternel est à mettre entre guillemets au passage, parce qu'on sait que voilà, il y a une histoire de température, sauf qu'évidemment dans un organisme vivant on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, moi ce que je remarque, étant un peu plus au sud dans ma circonscription que celle de mon collègue Cyril Saxibile, donc mes concitoyens sont inquiets de ce qui s'est passé en région lyonnaise, etc. On a exigé auprès des autorités un certain nombre d'informations, et pas plus tard que, par exemple, ce soir, nous aurons une réunion en circonscription sur le sujet, et nous avons aussi bien l'ARS que la DREAL, etc., qui seront présents pour aussi répondre aux demandes légitimes des élus locaux, des citoyens, et tout le monde prend des précautions. Mais il y a aussi des études qui sont faites. À certains endroits, il y a des études qui montrent que, compte tenu qu'on les retrouve dans les œufs, etc., il est déconseillé de les consommer. Mais il y a aussi des études qui sont faites dans certaines zones où on ne les retrouve pas. Et donc, à ce moment-là, on explique et on informe les gens. Alors moi, je suis un scientifique et je fais confiance à ceux qui font les mesures, parce que sinon, à un moment donné, je ne sais pas à qui je fais confiance. En tout cas, je préfère faire confiance à ceux qui sont capables de les faire. Et on s'aperçoit qu'il y a des endroits aussi où il faut dire que on ne les trouve pas, et que donc, si on ne les trouve pas, il n'y a pas de problème avec. La seule chose campagne nationale, moi, j'attire simplement votre attention sur... Et je ne voudrais pas que mes propos soient déformés, mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'une campagne nationale, il ne faut pas que ça donne l'impression de créer une sorte de psychose nationale. C'est un sujet extrêmement sérieux, je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos, je dis, on est bien d'accord. Mais je le vois, moi, dans mon territoire, il y a un gradient. Expliquer ce que c'est un gradient, c'est qu'il y a un endroit où sont émis les PFAS, l'entreprise, etc. Et donc, sur les communes à proximité, il y a des soucis. Et quand on s'éloigne, il y a beaucoup moins de soucis, en faisant les mêmes analyses par les mêmes personnes, etc. Donc, cette notion de gradient fait qu'il est normal qu'on n'ait pas la même attitude selon l'endroit où on va se trouver, puisque l'exposition n'est pas la même. On pourrait d'ailleurs débattre de la question de l'exposant, donc l'exposition tout au long de la vie de chacune et chacun d'entre nous. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'on fait une sorte de campagne qui consiste à dire il y a des PFAS partout pour tout le monde tout le temps, et du coup on est tous donc d'une certaine manière intoxiqués. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on a un problème dans une région bien donnée, précise, et qu'on fait des études donc territoriales, et qu'on s'aperçoit que dans certaines communes, aller consommer les œufs qui sont produits dans cette commune, c'est dangereux, c'est pas pour autant que c'est dangereux dans toutes les autres communes. C'est ce que je veux dire. Il y a des études 20-30 km plus loin qui montrent qu'il n'y a pas de souci. Et donc l'idée, c'est de faire attention de ne pas non plus rentrer dans une psychose. Je ne suis pas en train de minimiser le problème quand je dis ça. Je dis simplement qu'il faut l'objectiver par des mesures, et que moi, ce que je préfère la démarche que nous avons choisie dans notre territoire, à savoir que
je peux vous dire que j'étais en première ligne sur le sujet, alerter les services de l'État, demander à ce qu'il y ait des mesures, et quand il y a des mesures, qu'on vienne nous les présenter, ce qui va être fait d'ailleurs ce soir, qu'on vienne les présenter en réunion publique, grand public, et qu'on donne bien, de manière cartographiée, les problématiques que l'on rencontre. Pourquoi je dis ça? Parce que on est dans une société où parfois, on a tendance tellement à globaliser que d'un coup, le moindre sujet quelque part devient un sujet national. C'est une préoccupation nationale, mais par contre, on n'a pas le même impact sur l'ensemble du territoire. Et donc, il faut faire attention de ne pas faire croire qu'à travers une campagne nationale, eh bien, la problématique est de la même importance partout. C'est ce que j'ai essayé de dire. Donc, j'espère que mes propos ne seront pas déformés, mais c'est la raison pour laquelle cet article, enfin, cet amendement, moi, m'interroge sur ce qu'il pourrait représenter en termes de portée, s'il était adopté. Merci. Et le mot de conclusion de monsieur le rapporteur. Alors, déjà, peut-être deux, trois réactions à ce qui a été dit pour monsieur Thierry sur le fait que le PFAS s'accumule dans le corps, c'est une réalité. Alors, l'état de la connaissance aujourd'hui est qu'a priori, après l'injection, le fait d'avoir ingéré des PFAS, il s'accumule au moins pendant 4 ans dans le corps. Alors après, il semblerait que ça puisse s'évacuer au fur et à mesure, mais malgré tout, ça reste déjà très préoccupant. Voilà. Et c'est pas du tout représentatif des études sur les animaux où ça s'évacue en quelques semaines. Donc voilà déjà le problème. Pour Madame Brulebois, je dirais, j'évoque pas les sujets qui relèvent du projet de loi Industrie verte, qui doit vous être cher, qui lui va avoir vocation justement à accélérer cette transition. Mais en fait, je serai attentif parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aurais pu le mettre là, mais je rappelais ça, projet de loi aussi pour l'industrie verte. Voilà, mais je pense que c'est un sujet qui va être d'actualité. Quant à la communication, je sais que sur des spots particuliers où il y a eu des difficultés comme Lyon, il y a eu de communication auprès des riverains qui a été faite de manière assidue par rapport à un risque très localisé. Mais j'attire quand même l'attention que avec les nouvelles exigences sur l'eau potable, c'est un sujet qui est national, M. Fugit. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, on est censé mesurer les ARS dans l'eau potable, les PFAS partout en France. Ça sera obligatoire à partir de 2026. Aujourd'hui, ça se fait par échantillonnage ici ou là pour déterminer les points chauds des services d'eau potable et des ressources en eau. Et donc, c'est le cas. Donc, ça veut dire que bientôt, nos concitoyens vont voir sur le fronton de leur mairie des relevés d'eau potable avec apparaître la molécule PFAS. Et il me semble souhaitable et nécessaire d'informer les citoyens de ce que représentent ces molécules qu'on retrouve dans l'eau parce qu'on recherche depuis le 1er janvier 2023. Bon, il me semble, chers collègues, que chacun a pu prendre la parole, partager son point de vue. Notre assemblée est éclairée. Je vous propose de mettre aux voix cet amendement CD 31. Qui est pour ? 7. Qui est contre ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'amendement est rejeté. Nous venons à l'article 2 avec l'amendement CD 42 de monsieur le rapporteur. Oui, pardon. Oui, alors c'était une histoire de référence. Donc pour déplacer l'article, donc je ne reviens pas dessus. Donc c'est le L512-6.2 qui est remplacé par le C112-23. Voilà, donc c'était juste une histoire de référence dans le texte de loi. Très bien, je mets aux voix cet amendement CD 42. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté. Amendement CD 12, présenté par monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. Par principe de précaution, cet amendement nous semble être une bonne idée. Il faut néanmoins prendre en compte le fait que la date du 1er janvier 2024 ne semble pas tenable pour un tel dispositif. Le niveau de connaissance actuel sur les PFAS n'est pas suffisant pour fixer de tels seuils. Il existe des variations que nous ne sommes aujourd'hui pas capables de définir entre les différents types de PFAS. Entre les PFAS de différents secteurs industriels ou encore entre les PFAS d'un même secteur industriel. Nous savons néanmoins que différents facteurs entrent en jeu dans le transfert des PFAS. Et c'est pourquoi nous nous proposons de prendre ces différents facteurs dans notre amendement. En considérant tout cela, nous serons certainement en mesure d'appliquer des seuils en fonction du secteur industriel et de la zone concernée. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Donc, précision, la date qui est évoquée dans l'article 2, donc 2024,
que j'amenderai à 2025 est étayé en fait par rapport à l'analyse de l'arrêté qui en cours de consultation, qui devrait sortir en juin, être signé en juin, qui précise 3 périodes de 3 fois 3 mois, donc pour permettre aux industriels de faire des analyses et aux laboratoires de déterminer de nouvelles méthodes analytiques pour rechercher l'ensemble des molécules. Et on peut évaluer qu'il faudra quelques mois de plus pour déterminer des seuils en fonction des molécules qui seront clairement identifiées. Donc ce qui nous laisse, voilà, j'ai déterminé moi dans la date qui sort au 1er janvier 2025, 1 an et demi à partir de juin de cette année, ce qui nous semble être suffisant. Donc c'est un compromis là aussi entre l'état des connaissances qui va être approfondi au bénéfice de l'arrêté qui va sortir, mais aussi de prendre une date assez rapprochée pour éviter de laisser traîner trop longtemps des incertitudes sur les rejets à queue des entreprises et des industriels. Donc un avis défavorable sur votre amendement. Je vais donc mettre au voie cet amendement CD12 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement identique, le CD14, présenté par Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons que la mise en place de l'article 2 soit décalée de 2 ans. L'état actuel des connaissances scientifiques au sujet des PFAS n'est pas suffisant. S'agissant de la diversité des PFAS, selon les secteurs industriels, les zones géographiques, la nature géologique, des sols ou encore la présence de nappes, imposer des seuils, tout secteur industriel ou géographique confondu, serait contre-productif. Pour trouver des solutions efficaces, nous devons nous concentrer sur la recherche et nous ne devons pas agir dans la précipitation, au risque d'adopter des solutions inefficaces, voire pires que ceux qui existent. Des travaux d'observation et d'analyse des substances PFAS étant en cours, un délai de 2 ans semble cohérent pour mettre en place une telle mesure. Merci. Amendement CD20, présenté par Madame Pitola. Oui, merci Monsieur le Président. Un amendement simplement pour montrer que nous avons écouté nos chercheurs pendant les auditions. L'INSERM et l'ANSES nous ont exposé qu'elles avaient besoin de temps pour définir plus précisément les modes d'action dont je vous parlais et les besoins en termes de substances à surveiller plus spécifiquement, les modes de diffusion aussi dans le sol et dans l'eau. Donc la création de seuils dès 2024 manquerait de données tangibles et nos chercheurs nous ont demandé un peu de temps. Donc il paraît plus raisonnable d'attendre 2026. Très bien. Amendement CD 24, présenté par Madame Violent. Merci Monsieur le Président. Eh bien écoutez, tout à fait en accord avec mes collègues. L'idée c'est effectivement de pouvoir se donner du temps. On l'a dit et redit depuis ce matin, il nous manque encore des données scientifiques. Donc il n'est pas trop que de pouvoir se donner davantage de temps pour avancer en matière d'objectivation justement de toutes ces données. Amendement CD 44, présenté par le député Isaac Sibyl. Merci Monsieur le Président. Cet amendement va dans le même sens. Toujours pareil, c'est une question par rapport au seuil. Quand on dit les PFAS, c'est 4000 PFAS. Ça veut dire qu'effectivement, ça faudrait imaginer 4000 seuils. Des PFAS qu'on ne connaît même pas dans leur totalité, dans leur globalité. Je répète, effectivement, par rapport aux PFAS, on en a identifié 3 très dangereux qui actuellement sont interdits suite à la Convention de Stockholm. Actuellement, nos services, tout à l'heure le député Fugit parlait effectivement des dosages qui sont faits actuellement, grosso modo, on dose actuellement 20 PFAS. On sait que les Hollandais nous disent effectivement qu'il y en aurait 80 qui seraient potentiellement dangereux. Donc toute la question, c'est pas tout de décréter, de fixer des seuils. Après, faut-il qu'on ait l'information scientifique qui nous dise quel PFAS faut-il aller surveiller et à quel seuil et à quel dosage. Et avec quelle technique. Je rappelle effectivement que les techniques sont différentes par rapport à leur dosage. Donc c'est une fois qu'on aura l'ensemble de ces informations qu'on pourra effectivement avoir une politique convergente français et européen. Et c'est pour ça effectivement qu'on peut repousser la date à 2026. Je vous remercie. Dans cette discussion commune, nous continuons avec le CD 37, présenté par Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, suite aux auditions, nous avons pu déterminer que
les périodes nécessaires pour cartographier l'ensemble des sites, des usages derrière, que les laboratoires développent une méthode analytique adaptée. Voilà, c'est évalué. On a évalué que pour le 1er janvier 2025, ça serait possible. Je voulais préciser quand même, comme je dis, Isaac Sibyl, qu'en fait, la façon d'appréhender le sujet ne sera pas par substance et qu'on partira pas sur 4000, mais il y a un souhait, d'ailleurs c'est à l'échelle européenne, REACH l'envisage de la même façon, par famille. Et donc je pense qu'il sera probablement, enfin les PFAS seront probablement les premières substances qui seront analysées par famille, ce qui évitera le problème qui est évoqué tout à l'heure, qu'on bascule d'une substance à l'autre dans la même famille, parce que la recherche va plus vite que la réglementation. Et donc effectivement, on ira plus vite aussi dans la période qui va être engagée suite à l'arrêté, puisqu'on va travailler par famille. Et on n'aura pas 4000 substances, on aura des familles, puisqu'elles seront regroupées par famille. Merci. Et donc, monsieur le rapporteur, je vous laisse le soin de donner votre avis sur les amendements identiques. Donc, sur les amendements identiques, évidemment, j'aurai un avis défavorable qui correspond à l'argumentaire que je viens vous déployer, et je vous donne un avis favorable sur l'amendement que je propose pour décaler la date de 2024, 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Avant de mettre aux voix, je vois que madame Stenbach-Ternoir veut prendre la parole. Vous l'avez, madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais juste réagir parce que là, c'est un peu le retour du débat qu'on a eu avant la suspension, où en gros, on se cache devant les soi-disant besoins de la science de précision pour reculer la mise en place de toute mesure. C'est d'ailleurs dans la droite ligne du plan donc présenté par Emmanuel Macron, qui veut lui aussi commencer à surveiller, mais seulement à partir de 2026. Or, je rappelle la situation d'urgence qu'on a toutes et tous décrit, en plus ici. 900 sites pollués au moins en France, les espèces animales contaminées jusqu'aux ours polaires, donc c'est-à-dire bien loin de nous. Et dans ce contexte, on voudrait encore attendre 3 ans. Honnêtement, collègues, pour moi, c'est vraiment pas sérieux. On le sait, il faut agir à la source. Comme l'a dit monsieur le rapporteur à l'instant, on peut travailler par famille de PFAS et limiter les émissions dès maintenant. Merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole ? Je vous propose de mettre aux voix les amendements identiques. Qui est pour ? 1, 2, alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5. Ces amendements sont adoptés et ils font tomber l'amendement CD37 de monsieur le rapporteur. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune, amendement CD 41 présenté par monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Il ressort aussi des auditions que le terme eau résiduaire qui avait été utilisé dans l'article 2 ne convient pas, et je vous propose donc le terme qui est adapté, qu'on retrouve d'ailleurs dans les différents arrêtés, de rejet aqueux pour les entreprises classées ICPE. Dans cette discussion commune, le CD 13 présenté par monsieur Grenon. Merci Monsieur le Président. Bon, c'est rédactionnel. Nous proposons d'utiliser les termes effluents aqueux plutôt que eau résiduaire, puisque ces termes semblent être plus appropriés compte tenu de la réglementation. Ce terme permet également de coordonner le texte avec les termes d'effluents gazeux cités ensuite. Merci. Je vous remercie. Monsieur Isaac Sibyl. Oui, nous serons favorables à cet amendement, dans le sens qui c'est ce qui était repris dans les auditions, et merci au rapporteur d'avoir fait cette précision. Du coup, monsieur le rapporteur, votre avis sur le CD13 ? Donc, sur le CD13, un avis défavorable, puisqu'effectivement, même si le terme est similaire, il n'est pas exactement le terme utilisé dans la réglementation actuelle, qui est le rejet aqueux. L'erreur que j'avais fait moi-même dans l'article 2. Donc voilà, j'ai un avis défavorable sur cette proposition. Je vous propose rejet aqueux. Je vais donc mettre au... Monsieur Grignon, vous voulez intervenir ? Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 41 de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté et il fait tomber le CD 13 de monsieur Beauvais, présenté par monsieur Grenon. Monsieur Grenon, vous avez la parole pour le CD 15.
Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose que les stations d'épuration soient également soumises à des valeurs limites de rejet de PFAS dans le milieu naturel. Nos industriels font souvent déjà beaucoup d'efforts pour contrôler leur rejet et il serait assez mal perçu que les stations d'épuration ne soient pas soumises à ces normes. Les stations d'épuration étaient d'ailleurs associées aux sites industriels dans le plan d'action ministériel sur les PFAS présenté en janvier dernier. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Alors, préciser peut-être qu'on est sur deux choses complètement différentes entre les rejets aqueux des sites ICPE et les stations d'épuration. Le premier cas, on est sur des industries qui font, soit qui produisent des PFAS, soit qui en utilisent dans leur process industriel, ou soit qui transforment des produits à base de PFAS. Le deuxième, donc on est clairement sur un volet industriel clairement identifié avec une source qui nous semble importante à prendre en compte. Le deuxième cas, on va être dans un cas beaucoup plus compliqué, je veux dire. Là, on n'est plus seulement sur le volet industriel, on est sur de l'usage domestique, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que de par les vêtements, avec les machines à laver, on rejette des PFAS dans les eaux usées, que les différents objets du quotidien peuvent libérer des PFAS. Donc, on n'est pas du tout sur le même sujet. Je n'ai pas souhaité élargir le champ d'action qui peut être très important, y compris des PFAS, et me restreindre à la source, à une des sources, qui est la source une des plus importantes, mais c'est celle de la production, de la transformation ou de l'usage dans les processus industriels, qui est les rejets aqueux des ICPE. Donc j'émettrai un avis défavorable sur votre proposition, bien que je comprends qu'à terme, on va aussi évaluer cet enjeu-là, mais il n'a pas fait l'objet de travaux dans les auditions que j'ai pu mener. Je vous remercie. Je vais donc mettre au voie cet amendement CD15 qui est pour. Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD 39, présenté par monsieur le rapporteur. C'est un article rédactionnel pour une petite correction sur la terminologie des polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés. Je crois que rien que le fait de l'avoir dit correctement, ça vaut le coup qu'on puisse le voter. Je vais donc mettre au voie le CD 39 qui est pour. Qui est contre? L'amendement est adopté. Amendement CD 40, monsieur le rapporteur. Également rédactionnel, purement rédactionnel. Sans difficulté de prononciation. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le CD 36, monsieur le rapporteur. Un amendement rédactionnel est sur le fait de préciser qu'on remplace le terme arrêté par voie réglementaire, qui semble plus approprié. L'amendement CD2 présenté par madame Stenbach-Ternoir. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc nous proposons simplement que les valeurs limites que les rejets industriels doivent respecter soient fixées par un décret en Conseil d'État, simplement parce que nous pensons qu'un décret en Conseil d'État pourrait envoyer un signal plus fort qu'un arrêté. Et vous l'avez compris, je crois, nous déplorons globalement la faiblesse du plan du gouvernement sur les PFAS et notamment l'absence de normes contraignantes pour réduire les émissions des industriels. Et nous nous appuyons donc sur cette heureuse initiative du groupe Lyot pour appeler le gouvernement à se saisir de cette proposition de loi pour mettre en œuvre une politique ambitieuse sur la question des PFAS, d'où ce signal fort du décret en Conseil d'État. Merci. Monsieur le rapporteur sur cet amendement CD2. Oui, alors donc j'émettrai un avis défavorable, non pas sur le fond, qui me semble important, évidemment, un arrêté en Conseil d'État a une force qui est appréciable, mais plutôt en termes d'efficacité et de souplesse. Vous l'avez compris, même si on se limite aux familles de PFAS, on va avoir énormément de familles à analyser et de normes de rejet à inscrire. Il nous semble plus efficace et plus souple de ne pas passer par le Conseil d'État qui apporte un peu une lourdeur supplémentaire. Très bien, je vais donc mettre au voie l'amendement CD 36 de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Et est-ce qu'il fait tomber? Il fait tomber l'amendement CD2 de madame Stenbach-Ternoir. Nous en venons à des amendements identiques. Monsieur Isaac Sibyl pour le CD 19. Merci, Monsieur le Président. Nous croyons à l'Europe et les PFAS n'ont pas de frontières. C'est pour ça que nous pensons qu'il est important de coordonner les politiques françaises et européennes. Et c'est dans ce sens que va cet amendement, d'autant plus qu'on ne souhaite pas être en contradiction avec une loi que nous avons récemment votée,
celle de ne pas surtransposer les directives européennes. Dans ce cas, on le ferait. Donc, il faut un peu de cohérence, chers collègues. Est-ce qu'on veut surtransposer ou pas? On a voté le fait de ne pas surtransposer, donc évitons de le faire. Je vous remercie. Amendement CD 26, Madame Pitola. Je ne dirais pas beaucoup mieux que mon collègue Cyril Isaac-Sibyl. Voilà, cohérence et soyons avec l'Europe, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Merci. Amendement CD 27, Madame Violent. Est-ce que vous êtes co-signataire? Oui. Vous êtes sûr? Je vais donc demander l'avis à Monsieur le rapporteur sur ces amendements identiques. Avis défavorable, un peu comme pour l'article 1, qui viserait donc à vider le texte de l'article de son sens, puisqu'on se reporte à l'application du règlement REACH qui sera probablement pour 2027. J'ajouterai que REACH est là pour autoriser, pour enregistrer l'ensemble des molécules qui sont déposées, qui font l'objet d'analyse. Les normes de rejet aqueux sont définies à l'échelle nationale, et ce sont des règlements ou européens, mais en tout cas, c'est pas REACH qui détermine les normes de rejet des sites classés ICPE. Donc votre lien n'a aucun sens. Je suis désolé de vous le rappeler. Avis défavorable donc. Monsieur Thierry, vous voulez réagir? Oui, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je regrette que la majorité propose de reporter l'entrée en vigueur de la disposition proposée par Monsieur Topiak. Cette fois, il nous est proposé de renoncer au contrôle des rejets PFAS des sites classés ICPE en subordonnant leur entrée en vigueur à une potentielle restriction européenne. Et on a le devoir, il faut le dire, on a le devoir d'être proactif pour protéger la santé des Françaises et des Français et non pas d'y être contraint par l'Europe. Que signifierait une telle attitude sur un sujet aussi grave? Je vous le redis, votre attitude est incompréhensible. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Les alertes scientifiques sont là. Les conséquences effrayantes sur la santé sont connues et documentées. Nous savons que la pollution est systémique et extrêmement persistante. Et nous, parlementaires français, on ne proposerait rien sinon d'attendre qu'un jour une restriction européenne vienne. C'est encore une fois ce que vous faites, une manière de gagner du temps. Donc je vous propose donc de conserver une forme d'ambition sur cette disposition et de voter contre ces 3 amendements pour préserver la proposition du rapporteur. Monsieur Isaac-Sibyl. Attendez, juste activez votre micro s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur le Président. C'est tout l'inverse. Nous, ce qu'on souhaite, c'est efficace. Et on sait qu'on est bien plus efficace au niveau de l'Europe qu'au niveau français. Je le rappelle, effectivement, les PFAS, ils passent les frontières, ils traversent. Il y a des importations, des exportations. C'est un problème qui est un peu global. Donc, il ne s'agit pas d'être contraint, chers collègues. Il s'agit de travailler ensemble. Et on vous propose de travailler ensemble pour qu'au niveau de l'Europe, rapidement, les directives soient adaptées. Je pense que ce qu'il faut, c'est sensibiliser non seulement, comme vous dites tout à l'heure, effectivement, nos populations, nos élus, nos députés européens, faire en sorte globalement, comme le disait Jimmy Pain, qu'au niveau de l'Europe, qu'on se saisisse de ce sujet, effectivement, des plastiques, des PFAS, et qu'ensemble on joue et qu'on soit efficace. Sincèrement, il vaut mieux, on est beaucoup plus efficace au niveau de l'Europe qu'au niveau français, et c'est ce qu'on vous propose. Merci. Avant de passer aux voix, Monsieur Panifous, vous voulez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je voulais simplement, pour commencer, saluer le travail de Monsieur Topiak, de Monsieur le rapporteur et de tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce texte. Je considère que, je vais en venir bien sûr aux amendements, Monsieur le Président, je dois regretter quand même et le dire que le manque d'ambition de nos collègues sur ce texte qui fixait une ambition, somme toute, je trouve assez modeste, le manque d'ambition pour la protection tout simplement de nos populations, comme ça vient d'être dit. S'il y a bien un endroit, et toutes les commissions ne se déroulent pas comme celle-ci, Monsieur le Président, où on a un peu de calme, un peu de temps pour dire les choses, non loin d'ici, dans une commission, les choses se passent bien différemment. Ici, les gens ont le temps de dire les choses, de préciser, et quand on a presque le luxe d'avoir le temps d'expliquer comme ça a été fait, je regrette que le manque d'ambition n'émerge pas. Voilà, donc je voulais simplement préciser cela pour vous dire bien sûr que je l'appelle à ne pas voter ces amendements. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Pain et Monsieur le rapporteur pour conclure là. Oui, juste
L'ambition, elle est là. Hein. On a encore passé des lois, on s'est donné des dates, on essaye de se caler avec un calendrier qui puisse être cohérent avec celui du Sénat pour que les choses avancent. Moi, ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est que vraiment, cette problématique des PFAS, on puisse même la travailler en audition ici. Qu'on puisse vraiment approfondir les choses, que des chercheurs viennent, qu'on puisse comprendre comment on peut, nous, faire accélérer un petit peu l'Europe, parce que c'est vrai que ce règlement REACH vient de reprendre encore un peu de retard. Donc pourquoi on en est là et vous promettre que tous ensemble, ici, c'est un objectif aussi qu'on peut se fixer dans le cadre de cette mandature, d'arriver à trouver une solution pour éradiquer ces molécules. Voilà qu'il faut arriver à faire et travaillons tous ensemble. Et encore une fois, vraiment, moi, je vous promets et que ce que j'ai porté au mois d'octobre, je ne l'oublie pas, monsieur le rapporteur. Je ne l'oublie pas et je le suis. Et que, encore une fois, ce qui s'est passé cette semaine, ce qui se passe sur les négociations internationales autour du plastique sont très importantes, sont tellement importantes qu'on en est au troisième jour de négociation et qu'on n'a encore pas réussi à trouver le moindre arrangement sur comment s'y prendre pour réduire la quantité de plastique. Attendez, on nous a salué le fait que nous prenions le temps de saluer, de débattre, de discuter. Donc je vais laisser la parole à Madame Stenbach-Ternoir et dire à Monsieur Pain que bien entendu, comme depuis de nombreux mois, notre commission restera mobilisée à l'image de ce que nous avons fait dans le cadre de la table ronde qui, si je reprends les propos du rapporteur, ont participé humblement à l'élaboration de cette proposition de loi. Madame Stenbach-Ternoir. Merci, Monsieur le Président. Oui, travailler au niveau européen, personne n'est contre ici. Au contraire, bien sûr, c'est un objectif à avoir, mais moi, il me semble qu'au contraire, on aurait d'autant plus de poids si la France enrôlait un poste de leader, en fait. Et justement, montrer l'exemple, était ambitieuse et aller plus loin, et ainsi pourrait entraîner les autres pays derrière. Monsieur Pain vient de le dire très justement, le règlement REACH la révision du règlement REACH prend encore du retard. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre comment, dans les conditions qu'on connaît, on peut encore se dire qu'il est urgent d'attendre. La conclusion, monsieur le rapporteur, avant de mettre aux voix. Oui, merci. Je salue l'engagement de M. Pain et son vœu pieux à ce sujet. Je rappellerai juste deux choses que j'ai dit tout à l'heure. Le règlement REACH ne réglera pas, quand il sera opérationnel dans sa mise à jour, ne réglera pas des valeurs limites de rejet de PFAS dans les rejets aqueux des ICPE. Donc, l'écriture telle qu'elle est présentée n'a aucun sens, je me permets de le redire. Et deuxième point, dans une sorte de cohérence. Aujourd'hui, je pense que l'état des connaissances, la littérature essaie de définir des valeurs pour la santé qui permettent de préserver la santé par rapport aux problèmes qu'on évoquait, les différents impacts sur la santé publique. On voit qu'il y a carrément un lien quand même entre les émissions des ICPE et ce phénomène autour de la santé. Et entre les deux, il y a quand même l'eau potable. C'est-à-dire qu'on émet, il y a des rejets dans l'environnement, on retrouve ça dans l'eau potable, dans l'alimentation, dans les sols. Je rappellerai juste que depuis le 1er janvier 2023, nous avons des normes où on recherche 20 PFAS dans l'eau potable de manière volontaire, qu'on identifie les sites qui sont particulièrement contaminés, qu'en 2026, ça sera obligatoire. Comment peut-on exiger d'un côté de rechercher 20 PFAS dans l'eau potable et de l'autre se limiter au PFOA et au PFOS dans les rejets industriels? Il y a une sorte d'incohérence. J'ai été par le passé président du syndicat de l'eau. Si je l'étais encore, je serais le premier à monter au créneau en vous disant, vous, parlementaires, vous nous imposez des choses que vous n'êtes pas en mesure d'exiger de la part des industriels. Vous nous demandez de régler le problème alors que la source n'est pas réglée. Il y a une forme d'incohérence qui est quand même préoccupante dans notre appréhension du sujet. Chers collègues, je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces amendements sont adoptés. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour ? 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Qui est contre ?
l'article 2 est adopté. Nous en venons à l'article additionnel après l'article 2. Amendement faisant l'objet d'un sous-amendement. L'amendement CD9 présenté par Monsieur Thierry. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à instaurer un contrôle obligatoire des PFAS dans les eaux de consommation et à demander un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour tous les PFAS. L'eau est un des principaux modes d'exposition aux PFAS. L'IGEDD l'a montré dans son rapport de décembre 2022 et les toxicologues et les associations l'ont rappelé ici même lors de la table ronde organisée dans le cadre de notre commission. L'article additionnel que je vous propose permet de faire un premier pas en s'assurant que nous connaissons l'ampleur de la contamination des eaux potables. Au regard de l'enjeu de santé publique, ce contrôle semble s'imposer et ça me semble bien le minimum. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre sous-amendement, le CD46. Oui, alors je proposais dans mon sous-amendement après le terme potable, donc de remplacer le mot contrôle par inclut le contrôle 2. L'idée de dire que le contrôle sanitaire ne contrôle pas seulement les PFAS, mais il va inclure notamment les PFAS parce qu'il inclut de nombreuses autres molécules qui sont recherchées. Voilà, c'est du rédactionnel, mais qui vient apporter un peu de précision. Merci. Je vais vous laisser la parole pour donner l'avis du coup sur le CD9. Sur le CD9, j'ai mis un avis favorable en incluant le sous-amendement que j'ai proposé. Je le disais tout à l'heure, la recherche des PFAS va cette année inclure 20 PFAS dans l'eau potable. La démarche qui est proposée par M. Thierry s'assimile un petit peu à l'arrêté qui va être fait pour les rejets industriels, c'est-à-dire menons pendant plusieurs mois une campagne de recherche des PFAS. Aujourd'hui, il n'y a pas de caractère obligatoire depuis le 1er janvier, sauf si on détecte des sites particulièrement pollués. Ça le sera en 2026. Je trouve intéressant de le rendre obligatoire dès maintenant pour mener les campagnes de tests sur une période donnée, un peu comme pour les rejets industriels, de développer les méthodes analytiques des informations que j'ai eues des laboratoires seront un peu différentes entre les analyses sur les rejets aqueux et les analyses sur l'eau potable. Il y a des méthodes qui sont un peu similaires, mais il y aura des différences. Donc il faut les développer aussi dans le même temps. Et puis, à la suite de ces analyses et de cette campagne qui va me permettre de cartographier sur l'eau potable un petit peu les enjeux, c'est de déterminer des valeurs limites. Donc je suis tout à fait favorable à cette démarche qui est complètement complémentaire de l'arrêté qui est en cours, qui va être signé prochainement. Merci. Je vais donc mettre aux voix le sous-amendement, le CD46 de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui est contre ? 2, 4, 6, 8, 10. Il est rejeté. Amendement CD9 aux voix. Qui est pour ? 4, 6. Qui est contre ? Amendement rejeté. Amendement CD3 présenté par Madame Stenbach-Ternoir. Merci, Monsieur le Président. Nous demandons donc par cet amendement un rapport portant donc sur les moyens humains et financiers supplémentaires qui seraient nécessaires à l'Office français de la biodiversité et des agences de l'eau pour rechercher, contrôler sur tout le territoire la présence de PFAS. En l'occurrence, il y a eu un rapport donc, de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable qui indiquait que le dispositif de surveillance des PFAS est largement défaillant, notamment à cause d'une réglementation lacunaire, presque rien sur les emballages alimentaires, les normes dans le sol, la présence des PFAS dans l'air ou dans l'eau, ce qui est donc fou compte tenu des enjeux, on l'a déjà dit, mais aussi parce que finalement l'identification des sources est insuffisante et le rapport parle de suivi quasi inexistant. Donc il est important que les organismes de l'État disposent des moyens humains et financiers nécessaires afin d'effectuer ces travaux. Or, on le sait, le gouvernement a supprimé ces dernières années de nombreux postes indispensables, 171 supprimés par exemple pour les agences de l'eau entre 2017 et 2022. Pareil, la fusion de l'AFB et de l'ONCFS en OFB a entraîné des disparitions de postes. Et étant donné donc l'urgence des enjeux sur l'eau, tant du point de vue de la qualité que de la quantité, il nous semble important d'étudier les moyens nécessaires pour ces deux organismes publics pour mener à bien leur mission. Je vous remercie.
Merci. Monsieur le rapporteur, et puis après je laisserai la parole à Monsieur Cazeneuve. Je partage l'avis que les moyens doivent être préservés ou du moins renforcés dans l'OFB notamment et les agences de l'eau, mais pas seulement. Les laboratoires, on est dans la même logique et le travail qui va être important sur toutes les familles de PFAS pour développer des méthodes analytiques va demander beaucoup de travail. Donc je dirais à la fois, je pense que c'est plus large les enjeux de moyens humains à développer, et d'autre part, je ne suis pas persuadé qu'il y en ait besoin d'un rapport pour les identifier. J'ai eu l'impression que les laboratoires étaient déjà en ordre de marche. Et quant aux agences de l'eau et l'OFB, je crois que le sujet notamment sera beaucoup plus global des moyens alloués tout simplement. Les agences de l'eau à qui on a ponctionné une partie de leurs ressources pendant des années, il me semble qu'elles doivent avoir aujourd'hui des recettes préservées, notamment pour assurer ces missions, mais aussi bien d'autres. Donc un avis défavorable, mais je souscris complètement au fait de renforcer les moyens humains et de donner les ressources nécessaires derrière aux agences qui sont évoquées. Merci. Monsieur Cazeneuve. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, peut-être pour rebondir très rapidement, je pense on peut partager ce qu'a dit Madame la députée Stambach-Ternoir sur l'ambition renforcée pour les agences de l'eau notamment, d'augmenter leurs moyens face à la grande crise de l'eau qui se profile devant nous, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. La bonne nouvelle étant quand même, et j'aurais apprécié que ce soit signalé ou au moins mentionné par Madame la députée, c'est que ça ne vous aura pas échappé, le Président de la République a annoncé un plan eau avec un certain nombre de mesures très concrètes, et peut-être la plus concrète d'entre elles est celle sur le financement. Généralement, on nous reproche d'avoir des objectifs et de ne pas les financer. Là, c'est 475 millions d'euros pour les agences de l'eau, et donc je pense que ça a beaucoup plus de valeur qu'un rapport. Voilà, et donc encore une fois, on partage cette ambition, à la fois sur les enjeux quantitatifs et qualitatifs, mais pour le coup, l'État est au rendez-vous, la majorité est au rendez-vous, et donc accompagnons plutôt cette dynamique plutôt que de demander des rapports qui par ailleurs existent dans le cadre des différentes missions du projet de loi de finances. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD3 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune, le CD5 présenté par Monsieur Thierry. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de juste faire un petit commentaire avant de présenter l'amendement, et je reviens sur le débat qu'on a eu à l'instant sur l'amendement CD9 qui concernait le contrôle de l'eau potable. Je note quand même que vous n'avez pas arrêté depuis le début de nos débats, depuis ce matin, de nous expliquer qu'il fallait plus d'études, plus de connaissances et effectivement accumuler de l'information avant de pouvoir avancer et de comprendre à quel point on était exposé. Et quand on vous propose de relever et de mesurer le niveau de contamination partout sur le territoire dans l'eau potable, même là vous dites non. Donc après, venez pas m'expliquer qu'il n'y a pas une forme de diversion dans ce que vous faites. Pardon, j'aimerais vous de le dire, donc je le dis, mais maintenant je passe à l'amendement que je dois présenter. Donc, cet amendement vise à produire un rapport sur la dépollution des eaux et des sols contaminés par les PFAS en France. Ces opérations de dépollution devront pouvoir s'appuyer sur un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution. On parle là tout simplement du principe pollueur-payeur. En effet, alors que la pollution au PFAS s'impose comme une nouvelle contamination majeure contre laquelle nous devons lutter, il est crucial de rappeler que les pollueurs devront participer financièrement aux opérations de dépollution, et c'est le sens de cet amendement. Merci. Le CD29 présenté par Madame Jourdan. Je ne la vois pas. Ben, il tombe. Monsieur le rapporteur. Donc sur le CD5, j'émettrai un avis favorable. Je trouve effectivement l'idée intéressante qu'on puisse commencer à développer l'état des connaissances sur une trajectoire de dépollution des eaux et des méthodologies de dépollution. Tout à fait d'accord. Et la deuxième partie qui consiste justement à évaluer un système de contribution exceptionnelle sur le principe pollueur-payeur me semble tout à fait pertinent. Je rappellerai juste qu'aujourd'hui, ce sont les structures qui gèrent la production et l'approvisionnement d'eau potable qui payent ça. C'est-à-dire que les filières de traitement dans les stations de traitement de l'eau, ce sont les contribuables qui la payent.
Les syndicats font payer un prix du mètre cube, et les contribuables, ou les abonnés, on va dire du moins, payent. Je trouve tout à fait cohérent qu'il y ait un système de contribution exceptionnelle fondé sur le principe pollueur-payeur. Et je pense que si vous faites, et si on est amené à l'avenir, dans le cadre d'une mission ou peut-être ou autre, à auditionner toutes les structures gestionnaires des systèmes de production d'eau potable, tout le monde se retrouvera dans ce principe qui est fondamental et qui aujourd'hui est une des raisons. Alors je vais parler d'autres molécules, métolachlore qu'on recherche, les CVM, par le passé d'autres pesticides, qui font qu'on a des coûts de traitement qui explosent et que les filières de traitement doivent être améliorées sans cesse. C'est un peu une course à l'armement sans fin, dont votre principe me semble tout à fait nécessaire et je donne un avis très favorable. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD5 qui est pour. Alors, attendez, oui, c'est bien CD5, oui. Qui est pour? 2. Qui est contre? L'amendement est rejeté. L'amendement de Madame Jourdan est tombé. Nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune, des amendements identiques. Le CD17 présenté par Monsieur Isaac Sibyl. Merci bien, Monsieur le Président. Cet amendement est une demande de rapport au gouvernement. Comme on l'a dit, effectivement, le gouvernement a déjà fait un plan PFAS. Nous souhaitons effectivement aller plus loin, que le gouvernement nous en dise plus sur l'effectivité des mesures mises en place pour limiter la concentration des perfluorés dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Pour nous, ce rapport est essentiel pour bénéficier d'un état des lieux précis. C'est un petit peu la discussion qu'on avait, effectivement, l'ensemble des sites contaminés, l'ensemble des pollutions historiques. Moi, quelque part, c'est une de mes préoccupations. Je suis certain que les PFOS, les PFOS, qu'on n'utilise plus actuellement et qu'on retrouve toujours dans l'environnement, je suis persuadé effectivement qu'il y a des pollutions importantes, historiques, qui peuvent toucher notre nappe phréatique. Donc pour ça, effectivement, il faut absolument que le gouvernement aille plus loin à rechercher ces pollutions historiques. Et puis en même temps, je pense qu'il est essentiel que des études d'imprégnation soient faites pour qu'on puisse se rendre compte, pour qu'on puisse prouver, pour qu'on puisse savoir exactement quel est le retentissement de ces polluants sur la santé humaine et sur la biodiversité. Je vous remercie. Merci. Amendement CD25 présenté alors par Madame Violand. Je ne la vois pas, mais je vois en revanche Monsieur Thibault. Vous êtes sûr? Vous voulez pas dire quelques mots sur cet amendement, Monsieur Thibault? Aucun commentaire. Bon, j'aurais essayé. Heureusement que Madame Pitola va présenter ça avec sérieux. Eh bien, amendement CD 22. Merci, Monsieur le Président. Non, je ne vais pas présenter. En fait, je vais retirer l'amendement CD22 au profit des amendements de mes collègues qui sont mieux rédigés. Et je les en remercie. Très bien. Monsieur le rapporteur. Alors, j'émettrai un avis défavorable parce que votre demande de rapport, elle va en deçà de ce que prévoit l'arrêté qui va être publié prochainement et qui vise qui est en cours de consultation toujours, qui vise à ce que les ICPE soumises à l'autorisation réalisent des campagnes de mesure dans leur GAQ des PFAS mesurables. Donc c'est beaucoup plus large. Voilà. Et puis d'autre part, évidemment, vous êtes plus restrictif que ce qui était prévu dans l'article 2, donc j'émets un avis défavorable. Je vais donc mettre... Monsieur Thibault, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? Monsieur le Président, je vous confirme ce que je voulais dire tout à l'heure. Il est toujours défendu et je ne le retire pas. Très bien. Donc, voilà. Vous êtes satisfait? Très bien. Non, mais c'est pour éclairer la représentation nationale. Je pense que la lumière a jailli de mes propos. Très bien. Dit avec modestie. Madame Brulebois. Moi, je voudrais dire sur les rejets des eaux des industries classées ICPE, elles sont soumises à une réglementation très forte de la DREAL qui préconise que le rejet de l'eau dans le milieu naturel soit de l'eau potable, quoi. Donc ils sont déjà ils recherchent aussi ils recherchent les PFAS, peut-être pas tout, mais ceux qui datent de 1950, si. Monsieur le rapporteur.
Oui, je pense qu'il faut faire une différence entre les rejets aqueux des sites industriels et de l'eau potable. On n'a pas les mêmes normes, hein. Voilà, donc première chose. Attendez, Madame Brulebois. Juste attendez, Madame Brulebois, s'il vous plaît. Attendez, Madame Brulebois. Non, mais c'est pas comme ça. Monsieur le rapporteur termine, vous répondez, et puis Monsieur Isaac voudra dire un petit mot complément. Oui, non, je précise qu'on n'a pas du tout dans les mêmes normes entre l'eau potable et les rejets aqueux des ICPE. C'est ce qui me semble important. Et aujourd'hui, dans les rejets, il n'y a qu'un seul PFAS qui est recherché, ce sont les PFOS, je crois bien, si je ne fais pas d'erreur. Donc vous voyez que l'état de la réglementation par rapport aux rejets aqueux est minimaliste et qu'elle se doit d'être vraiment complétée très largement. Madame Brulebois, vous vouliez rajouter? Non, c'est bon. Monsieur Isaac Sibyl. Merci, Monsieur le Président. Je regrette l'avis défavorable du rapporteur et je comprends même pas bien cet avis défavorable. Ce rapport, non seulement effectivement, on veut effectivement savoir effectivement s'il en est dans les effluents, mais je dis ce qui est important et moi ce qui me préoccupe, et je trouve ça bizarre que ça ne vous préoccupe pas, c'est les pollutions historiques. Ces produits sont utilisés depuis 50, 60 ans. Et avec effectivement des produits qui, comme vous le savez, effectivement, les PFAS, plus la chaîne de carbone est longue, hein, plus ils sont éternels. Et donc, il y a 30, 40 ans, on a utilisé l'argamanu, ces PFAS à longue chaîne de carbone, qui sont des polluants éternels. Et l'intérêt de ce don de rapport, c'est d'avoir la connaissance précise de la pollution dans les milieux naturels, et notamment, et je dis pour moi c'est une de mes préoccupations, notamment dans les nappes phréatiques. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'on utilise ces produits qui diffusent. Alors ils se concentrent dans le corps humain, ils ne se concentrent pas dans les nappes phréatiques, mais je suis persuadé, et c'est un peu l'expérience qui me remonte effectivement de cette pollution dans la métropole de Lyon, c'est qu'actuellement ces polluants historiques, on les retrouve toujours dans le sol, on les retrouve effectivement dans les œufs. Et moi, je m'interroge pour savoir effectivement si effectivement ce n'est pas nos nappes phréatiques qui sont polluées et si régulièrement, de par des puits où on va rechercher de l'eau, si on contamine toujours, les sols actuellement en allant chercher l'eau dans les nappes phréatiques. Et c'est pour ça que ce rapport est important, de même que sur l'imprégnation humaine. Je dis, quelque part, il faut vraiment savoir, c'est pas quelque part, il est essentiel de savoir la répercussion de ces produits sur la santé humaine. Et pour moi, c'est essentiel. Ces études d'imprégnation sont essentielles. Donc, je ne comprends pas bien votre avis défavorable, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Oui, je vais le préciser. Je vous le disais, vous êtes en deçà de ce qu'on va pouvoir réaliser comme travail dans le cadre de l'arrêté qui va sortir, première chose. Et deuxième chose, il existe déjà de nombreux rapports qui font état du sujet. Donc, je sais que sur votre site de Lyon, notamment sur les sites qu'on a évoqués, qui avaient fait débat, il y a des réserves d'eau souterraines notamment qui sont polluées, qui ont fait l'objet de plusieurs mises en demeure, donc, sur lesquelles les industriels doivent agir. Et ils agissent d'ailleurs avec des filières de traitement. Donc aujourd'hui, vous n'amenez sur de l'eau qui est stockée en dessous de l'usine. Vous n'amenez rien de plus avec votre rapport que ce que demande l'arrêté qui va sortir. J'aurais préféré qu'on se replie sur les rapports précédents qui me semblaient plus pertinents. Voilà, mais c'est mon analyse du sujet. Chers collègues, je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Alors, on va compter. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Qui est contre? 2, 4. Les amendements sont adoptés. Amendement CD. Amendement CD 16, présenté par Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. Bien que des sites industriels soient identifiés comme des contributeurs au rejet de PFAS dans les milieux naturels, il ne faut pas oublier que l'usage domestique de certains appareils peut également participer à cette pollution. C'est notamment le cas des machines à laver qui, en lavant le linge qui contient des PFAS, provoquent un rejet de ces PFAS vers le milieu naturel. Cet amendement propose que soit étudiée la question des filtres à PFAS sur les appareils électroniques lorsque cela est jugé nécessaire. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends votre préoccupation. Malheureusement, j'émettrai un avis défavorable parce qu'il est très restrictif et en fait, le travail qui va être engagé là,
suite à cet arrêté, permettra de faire un état aussi des usages. Je pense que des préconisations comme celles que vous formulez, que vous souhaitez formuler dans un rapport seront des conclusions qui arriveront aussi. Voilà, moi, je pense qu'il est pas assez ambitieux d'une part, et d'autre part, on ne va pas s'attacher dans un rapport, multiplier les rapports, alors qu'un arrêté va nous permettre d'engager un travail sur les 2 ans qui arrivent. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD16. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD4. Madame Stanback, Terre Noire. Merci, Monsieur le Président. Donc, par cet amendement, en fait, nous demandons cette fois-ci un rapport portant sur l'impact des PFAS sur les animaux spécifiquement. On l'a déjà dit, des travaux scientifiques montrent que ces substances sont présentes déjà dans plus de 330 espèces à travers le monde, le panda roux, la mouette ou encore le campagnol. Et le phénomène de bioamplification fait que les contaminants accumulés se transmettent aux différents prédateurs successifs jusqu'en haut de la chaîne alimentaire. On connaît les effets délétères sur la santé humaine de ces substances. On sait que ça provoque des cancers, mais aussi perturbations hormonales et aussi troubles de la fécondité. Or, justement, dans le contexte de disparition massive des espèces qu'on connaît, je rappelle que nous vivons la 6e extinction de masse, nous pensons que des données précises sur les effets de ces substances sur les animaux seraient précieuses. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je peux souscrire à cette ambition, mais je pense qu'un rapport supplémentaire n'est pas nécessaire. Il existe beaucoup d'études scientifiques qui ont été menées quant aux effets des PFAS sur les animaux, et je pense qu'il faudrait s'attacher plutôt à soutenir les études scientifiques et les programmes de recherche à ce sujet. Je rajouterais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on nous a fait état d'une grande disparité entre les effets des PFAS sur les animaux et les études qu'on peut en faire et qu'on pourrait répercuter ou du moins interpréter par rapport aux effets sur l'homme, et qu'en fait, il y a très loin d'avoir un lien entre les deux. Par contre, sur les animaux, il est important, comme sur je rappellerai aussi sur la flore, il semble tout à fait important d'évaluer les impacts. Donc moi, je propose plutôt de soutenir les études scientifiques et les programmes de recherche à ce sujet. Je vais donc mettre au voie cet amendement CD4. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous venons à un sujet important, qui est le sujet du titre, avec l'amendement CD38 de Monsieur le rapporteur. Voilà, je vais encore m'exercer donc à reprononcer les termes PFAS, puisque le titre était inexact et que je vous propose de remplacer par les mots polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés. Excellent. Monsieur Isaac Sibyl. Avant de clôturer les débats, je vais remercier effectivement votre commission qui se penche sur le sujet des PFAS, qui pour moi est un sujet sérieux, très sérieux. Remercier le rapporteur qui grâce à cette PPL, met la lumière sur ce sujet, et évidemment émettre un avis positif sur l'amendement. Excellent, je vais donc mettre au voie cet amendement CD38. Qui est pour? Ça vaut bien une unanimité. Qui est contre? Cet amendement est adopté. Et si je ne m'abuse, il faut que je mette au voie l'ensemble du texte de loi. Qui est pour? Qui est contre? Le texte de loi est adopté. Monsieur le rapporteur, vous voulez dire un petit mot de conclusion? Oui, Monsieur le Président, écoutez, merci pour ces débats qui ont été riches. Je pense qu'on a encore besoin d'avancer. Moi, je souscrivais lors des auditions, j'avais discuté avec Monsieur Thierry, je souscris à son idée de pouvoir continuer à travailler sur le sujet, peut-être au sein d'une équipe d'un groupe transpartisan, parce qu'on voit que c'est un sujet très large. La prise de conscience est là, la façon d'appréhender les choses, pas encore. Je regrette que le texte était vidé de sa substance en faisant référence au règlement REACH qui, du fait du fonctionnement de nos institutions européennes, mettra du temps à se mettre en œuvre. C'est un règlement que je connais par ailleurs parce que je l'ai utilisé dans ma carrière professionnelle, donc je sais les difficultés de mettre à jour la réglementation REACH, et donc je vous alerte sur le fait qu'on ne pourra pas, contrairement à ce que vous avez mis dans vos amendements et dans les articles, attendre indéfiniment que REACH soit opérationnel, parce que ça prendra beaucoup de temps, et il me semble qu'il faudra remettre rapidement le sujet sur la table, parce que si nous ne le faisons pas, les médias et les citoyens le feront pour nous. Voilà, merci beaucoup pour les débats qui ont malgré tout été particulièrement riches.
Merci pour votre travail et comptez sur l'engagement de notre commission pour continuer à travailler sur ce sujet. On se retrouve mercredi prochain, mercredi 7 juin, pour travailler ensemble sur l'avenir des concessions d'autoroutes. Chers collègues, à la semaine prochaine et merci pour votre mobilisation cette semaine. Et notre rapporteur salue le travail exceptionnel de nos administratrices. Oui, je voulais remercier à nouveau Madame Sanson et Madame Lejuez qui m'ont très très bien accompagné sur le dossier. Et on a eu énormément d'auditions avec beaucoup de retours d'expériences de laboratoires, d'industriels qui ont été précieux pour mener ce travail sur cette PPL. Merci encore.